Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les bases de Photoshop et d'Illustrator et de la distinction entre les deux. Alors, je vais commencer par créer un nouveau fichier dans Photoshop pour vous montrer la distinction entre Photoshop et Illustrator. Alors ici, je peux choisir ma largeur et ma hauteur en pixels. Je peux travailler en pouces, en centimètres, en millimètres. Ici, on va travailler en pixels. Je vais appeler ça logo, par exemple, parce que je vais l'utiliser pour un logo. Alors, je peux travailler en espace colorimétrique RVB, donc à destination des écrans, du web. Voilà. Les couleurs CMJN, c'est pour travailler les couleurs en termes d'encre. Voilà, on va pouvoir le voir comme ça. Donc, c'est cyan, magenta, jaune, noir, parce que si vous regardez ce que vous avez dans votre imprimante, vous mettez des cartouches cyan, magenta, jaune et noir, et pas rouge, vert, bleu. Voilà. Ici, on va rester en RVB. Je vais pouvoir travailler en transparent pour mon arrière-plan, en noir, en blanc, etc. En couleur d'arrière-plan personnalisée. Alors, la différence entre Photoshop et Illustrator, je vais vous le montrer par un exemple simple dans les deux logiciels. Je vais créer un rond ici dans Photoshop. Donc, j'ai une couleur rouge ici. Je vais pouvoir le verser. Et là, j'ai un beau rond. Il est beau mon rond. Si j'ouvre Illustrator et que je crée un nouveau document à la même taille, ça n'a pas trop d'importance dans Illustrator, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Voilà. Je vais fermer ça pour le moment. Je vais prendre l'outil ellipse ici et je vais faire pareil, un bourron. Voilà, je vais aussi le mettre en rouge et je vais ici sur le côté enlever mon bord pour avoir exactement les deux mêmes ronds. Voilà. Alors pour le moment, c'est bien, on a fait un rond dans Photoshop, un rond dans Illustrator. C'est quoi la différence? Si je vais zoomer ici sur mon rond, qu'est-ce que je m'aperçois? Il est composé de quoi? 2 pixels donc dans Photoshop pour avoir l'information d'un rond. Il dit que j'ai un pixel rouge, un pixel rouge, un pixel rouge, un pixel rouge, un pixel semi-transparent, un semi-quart transparent, un pixel à quart transparent, etc., etc. Donc ça fait déjà beaucoup d'informations si on enregistre l'image en non compressé. Et on voit qu'on a une résolution aussi limitée. Vu que j'ai créé un rond de 500 pixels, si je l'agrandis pour imprimer par exemple sur une grande affiche, on va voir directement tous les pixels. Si je regarde sur Illustrator de quoi est composé mon rond, je vois qu'il est composé de 4 tangentes, 4 équations mathématiques. Voilà, ça sert à ça les tangentes, la géométrie qu'on voit à l'école. Ça sert à notamment créer des images. Alors l'avantage c'est que ça ne prend rien comme place, puisque c'est 4 équations mathématiques, une formule, et je peux agrandir ça en plus à l'infini. Si je vais zoomer ici, je ne verrai pas de pixels, parce que voilà, l'équation, quelle que soit la taille, reste la même. Et en plus, ça me permet de, si je change ma tangente, de redessiner ma forme. Pourquoi pas. Voilà, et de dessiner des choses avec ça. Donc, Illustrator sera utilisé pour du dessin, pour créer des logos, des pictogrammes. Et Photoshop sera plutôt faire de l'assemblage de photos avec des filtres, avec des effets de fusion qu'on va un peu voir et aborder de manière basique. Voilà, donc si je reviens à Photoshop, je vais ne pas enregistrer ça pour l'instant. Voilà, je vais faire une nouvelle composition. Alors j'avais créé ça tout à l'heure en faisant mes tests 1920 x 500 pour une grande bannière pour Internet par exemple. Ouais, donc ici je vais rester en 72 dpi. Donc les dpi c'est la densité de pixels par pouce. En web on travaille, et en image, en écran en général, on travaille en 72 dpi. Si je dois faire de l'impression au niveau de la densité de pixels, en impression je serai plutôt à 300 dpi par exemple. Voilà. Mais on ne va pas aborder ça plus en avant maintenant. Je peux être en arrière-plan blanc parce que je vais créer une bannière opaque. Et le reste on ne va pas voir pour l'instant. Il y a aussi des presets pour l'impression, comme de l'A4, pour le web aussi. Voilà. Ça, à vous de parcourir les menus. Il y a aussi pour les films, la vidéo, l'HD, Full HD, 4K, etc. Mais ici, moi, je vais faire un truc de 1920 sur 500 pixels.
Et je vais créer. Donc je vais ouvrir des fichiers que j'ai pris. Donc, pour amener des images dans Photoshop, vous pouvez faire fichier, ouvrir, et aller chercher votre fichier, mais le drag and drop fonctionne également. Donc je prends et je glisse. Voilà. Et je vais récupérer la petite madame qui est là. Alors, pour la sélectionner et garder ma petite madame, si je faisais de manière ancienne, j'aurais été la détourer à la main. Donc comment est-ce qu'on faisait et comment est-ce qu'on fait quand les outils automatiques d'ailleurs ne fonctionnent pas? On ne prend pas la gomme. Pourquoi est-ce que la gomme n'existe pas pour moi dans Photoshop? Parce que si je vais gommer ici, voilà, je enregistre mon fichier, je réouvre, je me dis, ah bah tiens, tout qu'on fait, j'aurais bien récupéré quelque chose ici dans l'image. Bah, je ne sais pas revenir en arrière avec la gomme. Il y a un historique, mais c'est vraiment pas pratique et c'est pas fait pour ça. Donc, je n'utilise jamais la gomme. J'utilise toujours des masques. Voilà. C'est quoi les masques? C'est ici le petit onglet. Ça me crée une sorte de tableau ici à droite. Et si je vais ici avec, vous voyez qu'il y a du noir et du blanc dans les couleurs. Si je prends un pinceau, voilà, et que je peins, vous me dites c'est bien, ça fait pareil que la gomme. Oui, non, ça m'a créé un masque en fait. C'est-à-dire que si je change de couleur ici, que je m'amène avec du blanc, ça me révèle mon image d'origine. Voilà. Et donc avant, qu'est-ce qu'on faisait, et ce qu'on fait toujours en fait, pour être précis, c'est d'aller avec un petit pinceau, voilà, et on s'amuse avec une palette graphique. Hein. Si je prends du noir, ça ira mieux. À aller détourer, et voilà, et masquer les parties qu'on ne veut pas. Je ne vais pas faire ça ici. On va utiliser des outils entre guillemets modernes qui utilisent de l'intelligence artificielle. Voilà. C'est l'outil de sélection rapide d'objets. Avant, il y avait l'outil baguette magique qui pouvait sélectionner une plage de couleurs. L'outil sélection rapide qui est un outil semi-intelligent. Et ici, on a un outil de sélection d'objets qui a été entraîné avec de l'IA. Voilà, ici, il me reconnaît directement ma petite madame. Alors, je ne vais pas aller dans les détails du réglage. Je vais considérer que ce qui m'a fait là me plaît. Et je vais... Oui, c'est parce que j'ai déjà un masque. Supprimer le masque de fusion, supprimer le masque vectoriel. Hop. Et voilà. Et là, il m'a masqué tout le reste. Donc pour zoomer et dézoomer, vous avez la loupe ici. Sinon, c'est zoom, c'est le raccourci clavier Z. Et dézoomer, Z et option. Je vais mettre un arrière-plan. Je vais amener ici, hop, des étoiles. Voilà. Et là, vous vous dites, c'est bien, tu m'as amené des étoiles, mais là, on ne voit plus ma petite madame. C'est parce que si on regarde ici, on a ce qu'on appelle des calques, ce qui est au-dessus et sur la couche au-dessus. Je ne sais pas si je m'exprime très bien. Voilà, ici, j'ai basculé, j'ai mis mon image derrière. Si c'est en dessous, c'est derrière de mon image. Et si, hop, si j'en mets devant, ça se remet devant. Il faut que si je mets en dessous, ça se met derrière. Je vais en profiter pour double-cliquer et renommer ça de manière cohérente. Mon arrière-plan ici, j'en ai pas besoin. Je vais l'enlever, je vais gagner un peu de place. Voilà. Alors, je vais résélectionner ma petite madame. Je trouve qu'elle a un peu noyé. Là, je vais lui mettre une petite lumière diffuse. Et pour ça, j'ai ici un petit menu. Si je clique, je peux voir différents modes de fusion. J'ai notamment lueur externe. Voilà. Et ici, je peux choisir ma couleur, par exemple, le mettre en blanc, le mettre en bleu. Voilà, et ça va la faire un peu ressortir de manière stellaire. Je peux faire grossir, jouer avec la taille, l'étendue. Voilà, ça c'est un peu de laisser erreur. Alors j'ai différents types de réglages aussi. Je peux lui mettre un contour. Pareil, je peux changer ma couleur. Voilà. Je trouve que ça se prête pas très bien à ça, mais pourquoi pas. Pour des textes notamment.
J'ai un outil de biseautage et estampage qui fait des biseaux. Et moi, je l'utilise des fois pour faire une sorte de relight. Si on voit ici, il est un peu plus orange. Voilà. C'est un peu comme si je faisais un petit éclairage. Il y a moyen de chipoter avec ça. Et de faire des trucs créatifs. Voilà. On peut faire des ombres aussi, les ombres portées. Et je vous laisserai regarder un peu les différents menus. Je vais montrer maintenant les modes de fusion. Par exemple, ici, j'ai des éclairs. Magnifiques éclairs. Et je vais donner des super pouvoirs à ma petite madame. Voilà, pour le moment, c'est bien. T'es gentil, Pierre. Tu nous mets ça dessus, mais on voit rien. C'est tout noir, elle nous cache. Mais justement, il y a un autre petit menu ici. Et que si je survole, je vois qu'il se passe des choses au niveau de mon image. Il fusionne avec la couche en dessous. C'est ce qu'on appelle des modes de fusion. Par exemple, ici en superposition, il enlève le noir. Voilà. Et là, je peux lui donner des petits pouvoirs magiques. Voilà, c'est bien, mais on voit bien que c'est une image qui a été plaquée. C'est pas grave, je vais faire un masque. Et je vais pouvoir aller peindre tranquillement, avec un pinceau un peu plus grand quand même. Quelque chose d'un peu plus doux sur les côtés pour essayer d'adoucir. Qu'on sente un peu moins la cassure. Voilà, par exemple. Voilà. Je pourrais aussi lui mettre un flair. Un flair, c'est un reflet de la lumière de l'objectif d'une caméra ou d'un appareil photo. Ça peut aussi, avec un mode de fusion en superposition, ouais. Faire comme un effet de magie ou comme un arc électrique. Et je peux même lui changer sa couleur si j'ai envie. Par d'autres petits menus qui sont ici et qui permettent de régler la teinte, saturation, noir et blanc, de faire des filtres photos, de régler des contrastes, etc. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est les teintes, saturation. Alors si je bouge mon petit curseur que j'ai ici, je peux régler donc la saturation, la teinte. Si je bouge, je vois que toute mon image avec ma petite madame change de couleur. Pourquoi? Parce qu'il agit sur tout ce qui est en bas. Si je veux n'agir que sur mon flair, je dois appuyer sur Option, me mettre entre ma teinte de saturation et mon calque. On voit qu'il y a une petite flèche qui se met vers le bas. Je clique. Et là, si je bouge mon curseur, il ne va agir que sur mon flair. Comme ça, j'ai des couleurs plus ou moins similaires. Ce que je peux faire maintenant, c'est sélectionner par exemple ma teinte de saturation, mon flair et mon éclair, et les regrouper pour m'y retrouver. Donc je vais appuyer ici, sur cette icône-ci, et ça va me faire un groupe, que je vais renommer par exemple magie. Parce que c'est des effets magiques. Si je clique sur la petite flèche ici, je vois que j'ai tous mes calques dedans. Voilà, ça permet de s'y retrouver aussi dans notre pile de calques. Parce qu'on peut vite avoir des dizaines de calques dans Photoshop, selon ce qu'on fait. Alors je peux aussi créer des calques vides ici pour dessiner par exemple. Donc si j'appuie ici, ça me crée un calque vide. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je vais mettre par exemple un background de texte dans lequel j'écrirai mon petit texte pour ma banner. Donc ici je vais par exemple prendre un outil lasso polygonal. Là je vais faire un petit encart pour mettre un texte. Voilà, je vais sélectionner une couleur. Je vais rester dans mes tons un peu rétro kitsch là, me mettre en rose. Et je vais ici prendre un pot de couleur. Clac. Voilà. Et je vais désélectionner ça. Et je vais aussi jouer avec mes petits modes de fusion pour essayer d'avoir un truc un peu intéressant. C'est un peu de l'essai-erreur, ça c'est un peu à vous de voir aussi. Ce que ça donne. Qu'est-ce que j'aurais qui pourrait être intéressant? Lumière tamisée, lumière crue, oui. Peut-être ça. Voilà. C'est léger, mais pourquoi pas.
Ça, pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec les calques. Et je vais ici créer un texte. Je vais mettre soirée. Oups. Je peux ici le mettre en blanc, on verra mieux ce qu'on dit. Voilà, le mettre 150 par exemple, voilà. Je peux, oups, faire une petite rotation pour qu'il soit un peu dans l'axe que j'ai ici. Si j'appuie sur Alt, je peux faire copier-coller mon calque, comme ça je repars de la même base et faire ninja. Je peux même changer de police pour un truc un peu plus lisible. Deux polices différentes, c'est pas grave. Ça va bien dans l'esprit. Et je peux aussi les regrouper et l'appeler titre. Et ça me permet aussi, par exemple, maintenant, si je mets un effet de contour, par exemple, sur mon texte, de le mettre sur tout, vu que j'ai groupé. Voilà, pareil, je vais aller chercher un petit contour. Je pourrais aller sur quoi? Du mauve, du rose, du reste? Oui, je reste là-dessus. Et j'ai un petit texte. Alors, je vais vous montrer encore 2-3 choses dans Photoshop. Je ne vais pas faire tous les menus ni voir tous les filtres, mais vraiment les outils principaux. Ça peut aussi vous aider, Photoshop, à convertir à la volée des photos pour votre site internet. Par exemple, si vous avez tout un dossier avec des images, vous pouvez, si je vais dans Script, Processeur d'images, aller sélectionner tout un dossier avec des images et lui dire de me calculer tout ce qui est dedans, de me faire un rendu quelque part, de me redimensionner toutes les images qui sont dans le dossier, de diminuer ma qualité, etc. C'est très pratique si vous avez pris des photos très haute qualité avec un appareil photo, des images qui font 15-20 mégas et que vous voulez par exemple des miniatures qui font 50 ou 100 KO pour mettre sur votre site. Il faut essayer toujours d'optimiser au maximum les photos pour le chargement et aussi parce que c'est pas écologique de mettre des photos trop haute qualité. Votre site internet va peser des gigas pour rien. Les gens qui vont venir sur votre site vont trouver que votre site rame énormément et vous allez consommer énormément de bande passante. Donc voilà, par exemple ici je pourrais faire des petites miniatures de 300 pixels sur 200 pixels, chose que j'ai déjà faite donc je vais pas le faire. Si je fais sur exécuter, il va m'ouvrir toutes les photos une à une et il va me les calculer. Ça va me prendre 3-4 minutes, mais je peux vous montrer un avant-après. Voilà, moi je m'en étais notamment servi pour un gestionnaire de fichiers en ligne. Voilà, où j'avais des captures d'écran pour un gestionnaire de projet que j'ai fait, où il fallait que j'ai des miniatures de tous ces plans-là. Voilà, chaque image fait 7 mégas. Et j'en ai fait des miniatures qui font 21 KO. Là, ça ne pèse vraiment plus rien. Et les miniatures sont vraiment des miniatures. Voilà, pour un chargement rapide sur Internet. Alors, je vais vous montrer la passerelle avec en Photoshop Illustrator. Donc, j'avais par exemple, je vais faire un fichier de 500 pixels sur 500 pixels avec un fond transparent pour créer des PNG pour mon site internet, pour mon logo par exemple. Et je vais réouvrir un logo que nous avons fait en classe avec une élève. Voilà, donc c'est un logo pour des sushis. Donc pour créer un PNG à partir de ça, soit vous amenez votre fichier Illustrator, vous enregistrez ici, enregistrez sous en fichier Illustrator, voilà, logo sushi, et vous pouvez directement glisser ça dans Photoshop. Et il l'ouvrira et vous réexportez en PNG. Sinon, ce qui marche aussi, si vous voulez un peu plus de contrôle directement, c'est de copier ceci, d'aller dans Photoshop. Et ici, vous avez le choix que votre fichier, que votre image que je vais te copier soit amenée en pixels ou en objet dynamique.
L'objet dynamique, c'est quoi? C'est qu'il garde des propriétés vectorielles, justement. Donc, si mon image, par exemple, ici apparaît en tout petit, bah, je pourrais l'agrandir sans perte. Si je fais en pixel et que je le colle et que je réagrandis, j'aurai une perte. Il va directement pixeliser. Donc ici, je vais d'abord le faire en objet dynamique. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous pouvez sauver votre fichier de travail en fichier PSD. Moi, je garde toujours quand même un fichier de travail en fichier PSD, donc pas PDF. Photoshop, voilà, un fichier PSD, et j'appelle ça logo sushi par exemple, et je l'enregistre quelque part. Alors pour exporter ça en PNG, vous avez deux manières. Soit vous faites exportation rapide au format PNG, mais moi je vais passer par enregistrer pour le web. Pourquoi? Voilà. Ici, j'ai un nouveau menu qui s'affiche, où là je peux faire tous mes exports pour le web. Je vois qu'ici, ce n'est pas un PNG qui m'a mis, c'est un JPEG. Dans le cadre d'un logo où j'ai besoin de la transparence, ça ne se prête pas parce que le JPEG n'a pas de transparence. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un JPEG en qualité 60% qui fait 24 KO. Donc ça peut servir pour d'autres applications, mais pas pour mettre comme favicon dans mon site internet. Donc vous avez le PNG 8. Je le recommande moyennement. Dans ce cas-ci, il peut peut-être s'y prêter. Mon image a fait 16 KO. C'est vraiment au niveau poids très intéressant. Maintenant, je suis limité à 256 couleurs. Ici, j'ai des aplats. C'est pas grave. Pourquoi pas faire un export ici en 256 couleurs. Si j'ai des dégradés, vous oubliez. Vous allez avoir ce qu'on appelle du bending, c'est-à-dire que vos dégradés auront comme des escaliers de couleurs. À ce moment-là, vous passez en PNG 24. Voilà. Et si vous pouvez, si vous voulez, là j'ai fait mon fichier en 500 x 500, mais je pourrais le refaire par exemple en 150 x 150. Je peux réexporter à des résolutions inférieures. Ne faites pas des résolutions supérieures, vous allez directement avoir une pixelisation. Voilà, travaillez alors dans un fichier de travail qui est de base plus grand que ça. Et là, je peux faire enregistrer, définir déjà son nom, logo sushi, et puis aller chercher un dossier pour l'exporter. D'Illustrator, vous pouvez aussi enregistrer dans un format vectoriel qui fonctionne sur le net. Donc si vous enregistrez sous ou enregistrez une copie, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez enregistrer ici en SVG. Il existe d'autres formats, notamment le PDF, mais qui est fait pour l'impression. Le SVG fonctionne dans la plupart des navigateurs Internet. Donc ça vous permettrait d'avoir votre logo ou des icônes sur votre site internet qui ne prennent très peu de place. Un des outils les plus importants dans Illustrator, c'est celui-ci, l'outil Plume, qui me permet de dessiner ou décalquer des objets. Donc comment est-ce qu'il se comporte? Si je clique une fois, ça me fait des points. Voilà. Et si je clique et que je laisse mon doigt appuyé et que je tire, ça me crée des tangentes. Je peux faire des tangentes ici et repartir en droit. Par exemple, en appuyant maintenant sur Option, ma deuxième tangente, voilà, je choisis une direction, hop. Quand je lâche, je peux repartir différemment, plus droit par exemple. Et quand j'arrive à mon point d'origine, point d'ancrage, il me ferme ma forme. Et là, je peux choisir une couleur pour mon intérieur, une couleur pour mon contour. Donc ici, j'ai l'épaisseur de mon contour. Je peux choisir aussi sa couleur. Je peux les choisir ici, sa couleur. Et voilà, j'ai aussi des styles de forme qui ne sont pas ici, qui sont dans forme, fenêtre, forme. Donc ici, je peux choisir le style de trait que j'ai pour mon contour. Il n'y en a pas énormément ici de base, il faut en installer des supplémentaires. Je peux ici régler aussi mon opacité. Je peux aligner mes objets avec le petit menu ici. Et je peux fusionner aussi des formes. Donc si je prends ici un carré, je peux ici cliquer pour faire des boutons arrondis. Et si je sélectionne mes deux formes ici, j'ai ce qu'on appelle ici le Pathfinder.
S'il ne s'affiche pas, vous pouvez le chercher dans Fenêtre, Pathfinder. Il y a aussi des espaces de travail selon qu'on a les indispensables pour la pression, pour la peinture, pour la typographie, vectorisation, etc. Donc j'ai sélectionné mes deux formes, et si je clique par exemple sur celui-ci, ça va me fusionner ces deux formes-ci. Si je clique ici, ça va me creuser dans une des deux formes. Là, ça va me faire les intersections, etc., etc. Une dernière fonctionnalité que je vais vous montrer dans Illustrator, c'est la vectorisation automatique. Donc ici, j'ai amené une image avec des fleurs. On voit que c'est pixelisé parce que ça vient d'un JPEG pris sur Internet. Et j'ai une fonction pour vectoriser ça automatiquement, donc transformer ça en vecteur. J'ai un petit menu ici. Je clique ici sur les trois petits points. Je fais afficher le panneau de propriété. Moi, il est déjà mis, mais je sais que sur votre interface, ça avait 9 chances sur 10 qui ne sont pas mis. Et vous aurez ceci qui va s'afficher. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est vectorisation de l'image. J'ai différents réglages. Ici, j'ai 3 couleurs. Donc, c'est ce que je vais prendre. 3 couleurs. Et clac, directement, il m'a vectorisé. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bah, déjà, je vais cliquer sur décomposer pour qu'il me décompose tous les éléments. Voilà. Donc, maintenant, si je reclique juste... Oups. Si je clique avec ma flèche blanche sur mon cadre de contour, je vais l'enlever et je vais garder que ceci. Donc, si je clique avec ma flèche noire, ça me permet de prendre tout ça comme un seul objet. Si je clique avec ma flèche blanche, je peux rééditer maintenant chaque partie séparément. Attention que la vectorisation automatique, ça marche pas pour tout. Ça marche bien pour des logos assez simples comme ça. Si vous avez fait trop compliqué, ça n'ira pas. Il faudra retracer une partie à la main, notamment avec les textes. Et je peux même recoloriser si je veux. Voilà, si je prends ça, que je prends ma couleur ici, je peux même refaire du dégradé si j'ai envie. Voilà, ici je peux recliquer. Oups. Et changer mes couleurs et je continue de faire des trucs kitsch. Voilà, c'est tout pour cette intro sur Photoshop Illustrator. À bientôt pour une prochaine vidéo.